Carlos, c'est un joueur espagnol et donc il est aussi, comme beaucoup de joueurs espagnols, fan de Rafa Nadal. Même question que pour Ferrero. Quel point commun et quelle différence tu peux mettre entre Nadal et Alcaraz? Alors, ouais. Ok. Alors déjà, un des points communs, c'est comme on en a parlé déjà 2 fois, c'est le service. Alcaraz, Ferrero, Nadal, c'est un haut pourcentage de premier service pour un faible pourcentage d'essais de service gagnant. Un autre truc que j'ai oublié de dire en point commun entre Ferrero et Alcaraz, c'est aussi la direction de leur service. C'est quand même des joueurs qui, en moyenne, servent en première balle plus le revers, on va dire 60% le revers pour 40% le coup droit, et en deuxième balle, 70-75% le revers pour 20 à 25%, même je dis quoi, 30 à 25% le revers. C'est des moyennes. Ça, c'est des stratégies aussi très espagnoles de plus servir le revers. Après, évidemment que pour un gaucher, c'est encore plus accentué parce que c'est le slice de gaucher sur le revers, mais qui est une croyance plus qu'une efficacité. Mais voilà, ce qu'ils ont tous en commun, c'est les trois, c'est ce faible pourcentage de premier service, ce haut pourcentage de premier service et ce faible pourcentage d'essais de service gagnant et cette tendance à servir un peu plus sur le revers en première et plus en deuxième balle. Donc ça, c'est le premier point commun. Et une fois de plus, je t'ai parlé de la courbe, 1-2 frappes, 3-4 frappes, 5-8 plus 8, on a la même chez Nadal. C'est entre 1-2 frappes, Nadal gagne légèrement moins de points que ses adversaires à cause de ce déficit au service. Et ensuite, Nadal est dominant dans les rallyes de plus de 3 frappes, comme Alcaraz et Ferrero. Donc ça, c'est la même chose chez les trois. Ensuite, l'autre point commun entre entre Nadal et Alcaraz, c'est le ratio de points en coup droit. C'est-à-dire, Nadal, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de points en coup droit, comme Alcaraz. Ils ont le même ratio de points en coup droit, les deux. Le point commun, le plus gros point commun entre Nadal et Alcaraz, c'est leur agressivité en coup droit. C'est que leur ratio de points gagnés en coup droit est en moyenne exactement le même. C'est-à-dire qu'ils vont faire le même ratio de points, grosso modo entre 25 et 30% de la totalité des points qu'ils gagnent sur des coups droits gagnants ou qui provoquent l'erreur. Et c'est la même chose chez les deux. Donc ça, c'est les deux gros points communs entre Nadal et Alcaraz, donc service et agressivité en coup droit. Maintenant, dans les différences, on va retrouver déjà une grande différence entre les deux. On avait déjà parlé par rapport à Ferrero, c'est l'usure du revers. Nadal, encore plus que Ferrero, est un joueur qui use ses adversaires. Nadal use beaucoup plus ses adversaires, donc il a une facette remiseur, comme je l'appelle, beaucoup plus élevée que Alcaraz. On va dire, tu vois, les deux joueurs, Alcaraz et Nadal, sont entre le punch et la remise. Mais on va dire qu'Alcaraz est un puncher en dominant avec la remise en deuxième facette. Ça veut dire je fais plus de points que mes adversaires pour le même nombre de fautes. Et Nadal, c'est un remiseur, plus malgré tout un remiseur en dominant avec le punch en deux. C'est qu'en un, j'use mon adversaire et en deux, je fais plus de points qu'eux. Mais Nadal a développé fortement les deux parties. Mais dans un comparatif avec Alcaraz, c'est vraiment le ratio de fautes directes de ses adversaires qui diffère. Nadal fait faire beaucoup plus de fautes directes à ses adversaires qu'Alcaraz pour le moment. Surtout en revers, mais également en coup droit. Ça veut dire que Nadal est beaucoup plus solide en coup droit en comparaison avec ses adversaires qu'Alcaraz. Alcaraz, il fait plus de points, le même nombre de fautes. Nadal fait bien moins de fautes que ses adversaires en coup droit. Donc ça, c'est les deux grandes différences qu'il y a. Et après, et encore l'autre différence, c'est comme on l'a vu avec Ferrero, Alcaraz est plus agressif que Nadal. Mais attention, pas plus agressif, plus offensif. Mais attention, parce que Nadal, durant sa carrière, plus il a vieilli, plus il est devenu offensif. Donc, si tu veux, le jeune Alcaraz est bien plus offensif que le jeune Nadal. Par contre, Alcaraz maintenant est autant offensif que le Nadal actuel de fin de carrière. Parce que Nadal, maintenant, voilà, avec l'âge, c'est clair qu'il veut à peine plus écourter les points en montant plus à la volée. Et là, le ratio de points gagnés à la volée en ce moment est plus ou moins identique. Alcaraz, un tout petit peu plus. Mais par contre, tu prends le Nadal de début de carrière, quand il avait le même âge et même son milieu de carrière, quand il avait 25-26 ans, il faisait comme Ferrero, grosso modo, 10% des points gagnés au filet versus contre 20% chez Alcaraz. Donc ça, c'est voilà les plus grandes différences. Donc c'est bien quand on prend ces trois champions, parce que deux champions plus un en devenir, on peut vraiment voir les points communs qu'ils avaient tous, qui est vraiment très proche du style espagnol, et les différences qu'il y avait et les influences.
Donc, ma conclusion, c'est que Alcaraz ressemble plus à Ferrero que Nadal. C'est ma conclusion. Par contre, il y a des points communs aussi avec Nadal, mais il est plus proche de Ferrero et surtout par cette agressivité en revers et en retour que Nadal, on retrouve moins. Donc, Nadal, il a un des meilleurs revers au monde, mais dans les stats, son revers est un petit peu quand même malgré tout caché par son coup droit, parce que son coup droit prend un peu plus de place que chez Ferrero et Alcaraz. Et cette stratégie de Nadal d'user le revers, on ne la retrouve pas chez Alcaraz. Donc, ça fait les deux stats, ce qui fait qu'en termes purement de stats, le revers d'Alcaraz n'a pas les mêmes stats que le revers de Nadal. Par contre, Nadal a un revers ultra bon techniquement, capable de faire des points. Dans ma liste, il est top 5 des meilleurs revers au monde. Donc, c'est un excellent revers Nadal, autant bon que celui d'Alcaraz, mais les stats sont différentes pour ce que j'ai expliqué. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup du coup droit de Nadal, mais on parle trop peu du revers qui est quand même aussi extraordinaire. Ah, puis on n'oublie pas que Nadal, il est droitier, hein. C'est-à-dire que l'utilisation de sa main droite, elle est très, très bonne, quoi. On sait que c'est les mains opposées qui donnent des bons revers à deux mains en règle générale. Et ben, Nadal, c'est sa bonne main. C'est peut-être pas sa bonne main pour le tennis, mais c'est sa main d'écriture. Donc, il a quand même une certaine sensibilité avec cette main. Comment tu vois l'avenir d'Alcaraz? Est-ce qu'il peut avoir la même carrière qu'un Big 3 comme Federer, Djoko ou Nadal? Est-ce que, sur quoi il va devoir un peu s'améliorer aussi? Quels sont ses points Mhm. faibles et ses points d'amélioration qui pourraient le faire passer de top 5, top 10 à numéro 1 mondial? Ouais. Bah, je pense que déjà, en ce moment, il joue déjà top 5. C'est déjà un des premiers trucs. Vu les résultats qu'il a fait sur les 2 derniers mois. Voilà, il est face à face, c'est quoi 3-0 contre Tsitsipas. Je veux dire, on est déjà en train de parler à un mec qui a un niveau top 5. Il est 10. Après Roland, tu sais pas, après Roland, il fait tout péter. Bah, peut-être il se retrouve déjà 3. Donc, je pense déjà niveau de jeu, s'il maintient ce qu'il a fait, ce que je pense qu'il va maintenir, il a déjà un niveau top 3, top 4, quoi. Maintenant, dans les points d'amélioration, bah, statistiquement parlant, c'est le service. Ensuite, cette manière de servir avec un haut pourcentage, ça lui donne aussi cet avantage qu'il prend au fond de cours. Il ne faut pas oublier. C'est que ça fait peut-être un plus haut, ça fait un autre style de service qui lui permet de dominer en coup droit. Il ne serait peut-être pas autant dominant en coup droit revers si son service était meilleur. Mais en termes de stats purement, moi je pense qu'une amélioration devra quand même venir sur le ratio D7 service gagnant, surtout s'il veut performer sur toutes les surfaces, dans les surfaces plus rapides. Sur gazon, en indoor rapide, même sur dur rapide comme à l'US Open, quand il va jouer des très gros serveurs, il sera en déficit. Qui veut dire qu'il devra complètement compenser ça au fond de cours. Et imagine qu'il est peut-être à peine moins en forme sur un jour en fond de cours. Bah, hélas, il n'aura pas ce service pour égaliser ou le sauver face à certains adversaires. Donc moi, je pense quand même que, c'est le service. C'est quand même améliorer encore au service. C'est un jeune joueur, je pense d'ailleurs qu'il va le faire. Et je pense que c'est comme le point numéro 1. Mais malgré tout, avec le même service, il peut être un mondial. Parce qu'il a les mêmes stats que Ferrero, que Nadal, qui ont été un mondial. Donc, tu ne peux pas dire non plus que c'est nul ce qu'il fait. C'est déjà juste en dessous de la moyenne, c'est déjà bien. Donc, ça, c'est le premier point d'amélioration malgré tout le service. Et le deuxième, c'est que voilà, quand on a comparé avec Ferrero et Nadal, il y a ce manque d'usure du revers. Ça veut dire qu'il est quand même trop dominant en ce moment au fond de cours. Il va falloir qu'il stabilise un peu, je pense peut-être qu'il stabilise un peu les choses pour aussi profiter des erreurs de ses adversaires un tout petit peu plus. Et ça, je pense qu'avec la maturité, ça va venir sans qu'il ait besoin de faire de changements radicaux. Donc, c'est une petite amélioration, je pense, qui va venir naturellement. Parce qu'il a vraiment le jeu. Il est peut-être un petit peu trop foufou encore en revers, à prendre des fois un petit peu trop de risques, peut-être là. Mais je pense que ça va se calmer avec les années. Donc voilà les 2 points d'amélioration. Après, qu'est-ce que je pense de. Est-ce que je pense qu'il peut être un mondial? Bah, clairement, ouais, clairement. Je pense qu'il va. Après, une fois de plus, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais il a l'air d'être. Il a tout. Il a l'humilité, il a le travail, il a l'équipe, il a les idoles. Franchement, quand ton coach c'est Ferrero, ton idole c'est Nadal, ils sont tous espagnols. Il a un style de jeu qui, malgré tout, est proche d'eux. Donc, une mentalité très proche. Je pense, par contre, la mentalité peut-être plus proche de celle de Nadal. Mais bon, Ferrero, il était aussi dans cette lignée, hein. C'est des gens humbles, travailleurs. C'est la mentalité espagnole. Il a tout. Ouais, il a le package. Il a vraiment le package pour dominer
Le tennis mondial, après, il faut encore le faire. C'est facilement dit. On dit, ouais, tu peux être un mondial et gagner 10 grands chelems. C'est pas du tout la même chose. Il faut aussi voir dans la constance, dans la durée. Est-ce qu'il va garder ça? J'ai envie de te dire oui, mais on ne sait jamais. Il y a des joueurs, quand ils sont arrivés, plus des joueuses, quand elles sont arrivées, on s'est dit, waouh, elles vont être là pour 20 ans. Bon, ça, c'est peut-être plus propre aux joueuses de tennis. Les garçons, il y a une motivation intrinsèque qui est quand même très forte, que je ne suis pas sûr qu'on retrouve chez toutes les filles. Les filles, il y a souvent été quand même un degré forcé par les parents, qu'on retrouve beaucoup moins chez les garçons. Et quand tu es forcé, bah, ça peut casser beaucoup plus facilement. Alors que j'ai l'impression que la motivation intrinsèque d'Alcaraz est très forte et qu'il pourrait le faire durer. Donc, moi, je suis très positif par rapport à ce joueur. Ouais, et d'un côté, qui va faire mal et qui va faire longtemps mal. Ok. On a peut-être un vrai nouveau Big Four avec lui, sans dénigrer les autres, sans dénigrer Medvedev, Zverev et Tsitsipas. Pour moi, pour le moment, ceux-là, et même après, si tu prends Hurkacz, Ruud, Berrettini, Rublev, ils sont très très bons, mais pour moi, ils ne sont pas au niveau qu'était le Big Four avant. Quand même, ils sont un peu plus instables. Puis on voit dans la durée, dans leurs résultats. Le Big Four, franchement, il n'y a personne qui les battait, quoi. Logiquement, il n'y a personne qui les battait. Personne, quasi personne. Alors que ce nouveau Big Four, il y a des gens qui les battent quand même assez souvent. Donc, mais Alcaraz, qui nous dit qu'Alcaraz peut-être devenir ce nouveau mec du Big Four. Pourquoi pas? Et du coup, ce qui peut être bien pour les autres, c'est qu'il va les tirer. Parce que tu vois, d'un côté, le Big Four actuel, le nouveau Big Four de Medvedev, machin et tout, bah, ok, ils sont encore un tout petit peu dans l'ombre d'un Nadal et des autres, et des Djokovic. Parce que maintenant, Federer et puis Murray, on ne peut plus dire qu'ils sont dans l'ombre d'eux. Voilà. Mais imaginons qu'un Alcaraz dépasse un Medvedev, Zverev et tout ça, bah, ça va les tirer vers le haut. Ça va les demander à se surpasser. Et c'est possible qu'il se passe ça. C'est possible. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas, je vois Alcaraz comme pouvant être meilleur qu'eux. Et que moi, pour moi, les autres avaient le temps de les battre, les anciens Big Four. Et ils les ont fait de temps en temps, comme on voit un Medvedev qui a battu Djokovic sur la finale de l'US, et il l'a battu à d'autres, mais ça n'a pas été autant, autant dominateur que par exemple quand le Big Four, eux, est arrivé. Quand le Big Four est arrivé dans les années 2000, 2010, les Agassi, les machins, ils se sont pris des branlées, mais assez vite, hein, alors qu'ils jouaient encore à un niveau de malade mental. Donc, et là, le Medvedev et tout ça, on les voit pas, on les a pas vus faire la même chose avec le Big Four actuel. Et peut-être Alcaraz, on le saura après Roland Garros, mais qui dit qu'Alcaraz nous fait tout péter à Roland Garros, et là, on a un vrai nouveau client. Après, je te dis ça, et peut-être à Roland Garros, il y a une grosse déception, il perd au 3e tour face à quelqu'un de bien moins bon que lui, comme il a perdu, par exemple, où c'est qu'il a perdu à Monte-Carlo au premier tour contre Corda, c'est ça? Ouais, c'était ça contre Corda. On n'est pas à l'abri non plus d'une grosse surprise d'Alcaraz qui ne performe pas du tout à Roland-Garros. Mais au même titre qu'on n'est pas à l'abri qu'Alcaraz gagne Roland-Garros. Pour moi, en tout cas, il va se passer quelque chose à Roland-Garros avec Alcaraz dans le bien, le moyen ou le mauvais. Il va se passer quelque chose et on l'attend. Et ça va être super intéressant de savoir qu'est-ce qu'il fait sur ce Roland-Garros. Parce que s'il en venait à le gagner, par exemple, on est vraiment dans les traces d'un Nadal. Et s'il ne le gagne pas, ou il se fait dominer par les meilleurs, bah, ça veut dire il n'y est pas encore. Et voilà, Nadal, il était peut-être meilleur que lui à son âge. Et là, on va commencer à. Mais de toute façon, voilà, sa carrière est encore longue. De toute manière, il gagnera beaucoup. Ça, c'est sûr. Ouais. On n'a pas fini de parler de Carlitos. Non, ça c'est sûr. Et malheureusement, pour moi et certains de mes clients. Et puis, ouais, si je pouvais. Alcaraz, c'est du lourd. Si tu pouvais l'avoir comme client, ce serait bien ça. Ah ouais, je voudrais bien. Mais là, j'ai aucune piste pour le moment. Donc, c'est pas. Alors, après, je peux y aller à la. Ah, et pourquoi pas? Pourquoi je pourrais y aller à la fraîche pendant Roland Garros et tout? Mais là, pour le moment, j'ai pas de porte d'ouverture pour aller parler avec Ferrero, ni avec quelqu'un de son groupe.
Voilà. Ok. Eh ben merci, merci Fabrice pour ce podcast qui, je Merci à pense, en a toi. éclairé plus Nos- d'un. Ouais, et j'espère aussi que ça vous a plu, ce nouveau concept sur la chaîne de Tennis Profiler. Allez. Et puis voilà, on verra si on pourra en refaire d'autres, si Oui, ça plaît oui, aux évidemment. abonnés et surtout si on a d'autres vidéos intéressantes à faire.